tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire une petite pause avec vous pour la rubrique hebdomadaire qui a lieu le mardi. Alors ça tombe bien, nous sommes le 13 octobre 2020, je regarde la date sur l'ordinateur et je regarde surtout sur mon écran les petites questions que mes petites étoiles m'ont posées. Et du coup, en regardant sur mon écran, je m'aperçois que je n'ai pas allumé mes petites bougies. Donc vous voyez, c'est presque du direct. On se pose un petit peu, j'ai presque terminé ma journée. Et donc, nous allons traiter un sujet dans notre émission hebdomadaire. Et si on en parlait? Alors, vous avez été bien nombreuses, mes petites étoiles, dans le groupe Au-delà du spirituel. Je suis super contente. J'adore partager des bons moments comme ça avec vous. Et vous avez été bien nombreuses à me poser des questions pour pouvoir faire un joli sujet avec vous. Et donc, dans les questions qu'on m'a posées, j'ai choisi de vous parler du monde des animaux. Vous êtes vraiment très nombreux, donc j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez aller la rechercher dans le bas des vidéos pour ceux qui connaissent maintenant YouTube et qui savent chercher dans les vidéos. C'est pas toujours évident au début. Et j'ai préparé donc le sujet pour vous préparer la réponse. Et donc, comme je vous disais, j'ai déjà fait une vidéo qui vous explique un petit peu très succinctement, parce qu'avec nos esprits enfermés dans nos corps humains, incarnés sur cette planète, c'est difficile à comprendre puisque nous savons tous que notre mental nous limite. Donc à nous d'ouvrir les portes. Et donc j'ai travaillé un petit peu mon sujet parce que vous m'avez posé plusieurs questions sur les animaux à savoir. Donc c'est Nathalie qui a posé la question pour les animaux, c'est-à-dire qu'elle fait référence à la cruauté chez les êtres humains. Donc Nathalie et puis d'autres personnes ont un petit peu compris l'incarnation de l'esprit, ce que nous sommes venus faire sur cette planète et quelles leçons nous sommes venus apprendre et comment nous passons des classes. Et voilà, vous êtes nombreux de plus en plus à comprendre un petit peu le sens ou à tout mettre dans le bon sens, si je puis dire, d'esprit à esprit, évoluer ou pas, on se pose quand même des questions. Et donc concernant les animaux, c'est vrai que ces questionnements, je les ai trouvés très pertinents et très justifiés, à savoir, puisque les animaux sont entre guillemets des essences de vie incarnées sur cette planète pour maintenir notre équilibre à nous, pour qu'on puisse nous-mêmes s'incarner et puis faire ce qu'on a à faire et travailler sur nous, notre évolution et s'élever vers la vibration la plus haute qui est la vibration d'amour. Alors comment se fait-il que les animaux subissent de la cruauté? Quelles leçons ont-ils eux-mêmes à vivre et est-ce qu'ils ont des leçons à vivre? S'ils subissent cette cruauté, eh bien, comment ça se fait? Comment ça se fait aussi qu'il y ait certains humains qui militent pour défendre les animaux, pour qu'ils puissent vivre en paix, pour qu'ils puissent être notre admiration, qu'ils puissent être notre amour et qu'ils puissent évoluer. Alors, j'ai fait des petites recherches. Vous savez que j'ai beaucoup de livres, que j'ai beaucoup lu et que je me suis beaucoup documentée et que j'ai surtout été pas mal initiée par mes guides. Et alors, nous avons, vous le savez, vous et moi, une très gentille et jolie lumineuse qui m'a dit, Lisa, parmi toutes les questions, tu fais ce sujet-là. Alors, j'ai dit, ok, on y va, mais alors il faut m'inspirer. Donc, j'ai fouillé dans mes bouquins. Et je vais vous lire quelques passages pour vous montrer que je n'ai rien inventé, que d'autres esprits se sont posés les mêmes questions en 1800 et quelques. Il faut le faire, on est quand même en 2020. Alors, après l'histoire du virus, nous avons des questions de spiritualité parce que ce virus nous ramène aussi à des questionnements du pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas?
je vais commencer évidemment par ma Bible des Bibles. Alors c'est marrant parce que j'ai mis des penses bêtes et tout à fait par hasard, et ben, j'ai mis le petit livret que j'ai trouvé cet été. Je dois vous faire une vidéo, j'ai toujours pas fait. Il va falloir que je trouve du temps quand même pour nous tous, puisque j'ai mis la chaîne en route pour ça. Donc voilà, j'ai trouvé des réponses là. J'ai déjà une partie des réponses à l'intérieur de moi. Je les ai reçues en travaillant le sujet. Puisque je me connecte, hein, je ne travaille pas toute seule. Il y a les petits lumineux, il y a mes petites étoiles dans le groupe Au-delà du spirituel qui m'aident beaucoup. Et donc, je vais vous lire des passages très très bien écrits hein, par Monsieur Allan Kardec, qui était quand même instituteur. Donc déjà, je vous rappelle l'incarnation de la nôtre d'incarnation d'abord, mais je vous fais juste un tout petit résumé. Le but de l'incarnation. Quel est le but de l'incarnation des esprits? Dieu la leur impose, Dieu. Alors, bon, il y a quand même une connotation religieuse parce qu'à l'époque, bon, il fallait bien mettre un mot, il fallait bien écrire pour que les personnes de l'époque comprennent aussi. Mais c'est vrai que je n'aime pas trop la connotation religieuse dans la spiritualité que je veux échanger sur ma chaîne, mais c'est comme ça. Quel est le but de l'incarnation des esprits? Dieu la leur impose dans le but de les faire arriver à la perfection. Pour les uns, c'est une expiation, pour d'autres, c'est une mission. Mais pour arriver à cette perfection, ils doivent subir toutes les vicissitudes de l'existence corporelle. C'est là qu'est l'expiation. L'incarnation a aussi pour but, c'est de mettre l'esprit à même de supporter sa part dans l'œuvre de la création. C'est pour l'accomplir que, dans chaque monde, il prend un appareil en harmonie avec la matière essentielle de ce monde pour y exécuter, à ce point de vue, les ordres de la source. Je mets la source à moi. De telle sorte que tout en concurrent à l'œuvre générale, il avance lui-même. Voilà, j'aime beaucoup faire référence à des livres qui n'ont pas pris une seule ride, mis à part quelques mots que je préfère changer, pour pas mélanger... pour pas trop mélanger la spiritualité avec la religion. Et donc, c'est presque une explication sortie d'un dictionnaire, hein, on va dire ça comme ça. L'action des êtres corporels est nécessaire à la marche de l'univers, mais la source, dans sa sagesse, a voulu que dans cette action même, il trouvasse un moyen de progresser et de se rapprocher de lui. C'est ainsi d'elle, en l'occurrence. C'est ainsi que par une loi admirable de sa providence, tout s'enchaîne, tout est solidaire dans la nature. Les esprits qui, dès le principe, ont suivi la route du bien, ont-ils besoin de l'incarnation? Tous sont créés simples et ignorants. Ils s'instruisent dans les luttes et les tribulations de la vie corporelle. Dieu est juste, moi je mets la source, hein, vous avez compris, Dieu qui est juste ne pouvait faire les uns heureux, sans peine et sans travail et par conséquent sans mérite. Mais alors, à quoi sert aux esprits d'avoir suivi la route du bien, si cela ne les exempte pas des peines de la vie corporelle? La réponse, ils arrivent plus vite au but. Et puis, les peines de la vie sont souvent la conséquence de l'imperfection de l'esprit. Moins il a d'imperfection, moins il a de tourments. Celui qui n'est ni envieux, ni jaloux, ni avare, ni ambitieux n'aura pas les tourments qui naissent par ses défauts. Voilà, et après il explique que l'âme s'incarne l'esprit et l'âme s'incarne dans le corps. Voilà, qui est son véhicule et qui est son outil pour vivre des leçons dans cette vie. Et donc j'en viens maintenant, puisqu'on sait que nous sommes tous des esprits incarnés, nous sommes là pour apprendre des leçons, pour vivre des expériences pas forcément super heureuses. Et donc, que viennent faire nos amis les animaux là-dedans? Donc,
Là, on parle des trois règnes. Les minéraux, les plantes et les animaux. Bon, jusque-là, rien de sorcier, tout le monde est au courant. Mais pas que. Les minéraux et les plantes. Alors, c'est sous forme de questions-réponses. Les questions ont été posées aux esprits, puisque c'est le livre des esprits. Et les esprits très très éveillés, vous verrez, il y a des signatures, ont répondu. Et après, moi, je vous mets ma petite annotation. Les minéraux et les plantes. Que pensez-vous de la division de la nature en trois règnes, ou bien en deux classes, les êtres organiques et les êtres inorganiques? Quelques-uns font de l'espèce humaine une quatrième classe. Laquelle de ces divisions est préférable? Elles sont toutes bonnes. Cela dépend du point de vue. Sous le rapport matériel, il n'y a que les êtres organiques et des êtres inorganiques. Au point de vue moral, il y a évidemment 4 degrés. Ces 4 degrés ont en effet des caractères tranchés, quoique leurs limites semblent se confondre. La matière inerte, qui constitue le règne minéral, n'a en elle qu'une force mécanique. On peut calculer d'ailleurs le taux vibratoire d'un minéral. Vous savez, les pierres, la lithothérapie, qui est très tendance actuellement, on peut le calculer. Donc vous voyez qu'elle a une force mécanique. Les plantes, composées de matière inerte, sont douées de vitalité. Les animaux, composés de matière inerte, doués de vitalité, ont de plus une sorte d'intelligence instinctive, limitée, avec la conscience de leur existence et de leur individualité. L'homme, ayant tout ce qu'il y a dans les plantes et dans les animaux, domine toutes les autres classes par une intelligence spéciale, indéfinie, qui lui donne la conscience de son avenir. Ah, j'invente rien, La perception des choses extramatérielles et la connaissance de la source. Bon, il a mis Dieu, mais moi je mets la source. Les plantes ont-elles la conscience de leur existence? Réponse. Non, elles ne pensent pas. Elles n'ont que la vie organique. Les plantes éprouvent-elles des sensations, souffrent-elles quand on les mutile? Réponse. Les plantes reçoivent des impressions physiques qui agissent sur la matière, mais elles n'ont pas de perception. Par conséquent, elles n'ont pas le sentiment de la douleur. La force qui attire les plantes les unes vers les autres est-elle indépendante de leur volonté? Réponse. Oui, puisqu'elles ne pensent pas. C'est une force mécanique de la matière qui agit sur la matière. Elles ne pourraient pas s'y opposer. Certaines plantes, telles que la sensitive et la dionée, par exemple, ont des mouvements qui accusent une grande sensibilité et dans certains cas une sorte de volonté. Comme la dernière dont les lobes saisissent la mouche qui vient se poser sur elle pour puiser son sucre et à laquelle elle semble tendre un piège pour ensuite la faire mourir. Ces plantes sont-elles douées de la faculté de penser? Ont-elles une volonté et forment-elles une classe intermédiaire entre la nature végétale et la nature animale? Sont-elles une transition de l'une à l'autre? Réponse. Tout est transition dans la nature, par le fait que, même que rien n'est semblable et que pourtant tout se tient, les plantes ne pensent pas et par conséquent n'ont pas de volonté. L'huître qui s'ouvre et tous les zoophytes n'ont point la pensée. Il n'y a qu'un instinct aveugle et naturel. L'organisme humain nous fournit des exemples de mouvements analogues sans la participation de la volonté, comme dans les fonctions digestives et circulatoires. Le pylore se resserre au contact de certains corps pour leur faire refuser le passage. Il doit en être de même de la sensitive chez laquelle les mouvements n'impliquent nullement la nécessité d'une perception et encore moins d'une volonté. Donc je vous passe le chapitre qui continue, c'était juste pour vous situer un petit peu, voilà, les animaux et l'homme. Donc on va y venir. Je ne sais pas si j'allume la lumière, de toute façon vous êtes en train de m'écouter, donc voilà. Les animaux et l'homme. Si nous comparons l'homme et les animaux sous le rapport de l'intelligence, la ligne de démarcation semble difficile à établir, car certains animaux
ont sous ce rapport une supériorité notoire sur certains hommes. Cette ligne de démarcation peut-elle être établie d'une manière précise? Réponse. Sur ce point, vos philosophes ne sont guère d'accord. Les uns veulent que l'homme soit un animal et d'autres que l'animal soit un homme. Ils ont tous tort. L'homme est un être à part qui s'abaisse quelquefois bien bas ou qui peut s'élever bien haut. Au physique, l'homme est comme les animaux et moins bien pourvu que beaucoup d'entre eux. La nature leur a donné tout ce que l'homme est obligé d'inventer avec son intelligence pour ses besoins et sa conservation. Son corps se détruit comme celui des animaux, c'est vrai, mais son esprit a une destinée que lui seul peut comprendre. Parce que lui seul est complètement libre, pauvre homme qui vous abaissez au-dessous de la brute, ne savez-vous pas vous en distinguer? Reconnaissez l'homme à la pensée de la source. Une autre question. Peut-on dire que les animaux n'agissent que par instinct? C'est encore là un système. Il est bien vrai que l'instinct domine chez la plupart des animaux. Mais n'en vois-tu pas qui agissent avec une volonté déterminée? C'est de l'intelligence, mais elle est bornée. Outre l'instinct, on ne saurait dénier à certains animaux des actes combinés qui dénotent une volonté d'agir dans un sens déterminé et selon les circonstances. Il y a donc en eux une sorte d'intelligence, mais dont l'exercice est plus exclusivement concentré sur les moyens de satisfaire leurs besoins physiques et de pourvoir à leur conservation. Chez eux, nulle création, nulle amélioration. Quel que soit l'art que nous admirons dans leurs travaux, ce qu'ils faisaient jadis, ils le font aujourd'hui, ni mieux ni plus mal, selon des formes et des proportions constantes et invariables. Le petit, isolé de ceux de son espèce, n'en construit pas moins son nid sur le même modèle sans avoir reçu d'enseignement. Si quelques-uns sont susceptibles d'une certaine éducation, leur développement intellectuel, toujours enfermé dans des bornes étroites, est dû à l'action de l'homme sur une nature flexible. Ça, c'est très important. Vous voyez que déjà, à l'époque, en 1800 et quelques, les esprits nous communiquaient à travers des médiums, puisque le livre des esprits a été écrit par Allan Kardec et sa communauté, au travers des transcriptions écrites par des médiums écrivains d'ailleurs, voilà. Car il n'est aucun progrès qui leur soit propre. Mais ce progrès est éphémère et purement individuel, car l'animal rendu à lui-même ne tarde pas à rentrer dans les limites tracées par la nature. Les animaux ont-ils un langage? Si vous entendez un langage formé de mots et de syllabes, non. Mais un moyen de communiquer entre eux, oui. Ils se disent beaucoup plus de choses que vous le croyez. Mais leur langage est borné, comme leurs idées à leurs besoins. Il y a des animaux qui n'ont point de voix. Ceux-là ne paraissent pas avoir de langage. Ils se comprennent par d'autres moyens. Vous autres hommes, n'avez-vous que la parole pour communiquer? Et les muets, qu'en dis-tu? Les animaux, étant doués de la vie de relation, ont des moyens de s'avertir et d'exprimer les sensations qu'ils éprouvent. Crois-tu que les poissons ne s'entendent pas entre eux? L'homme n'a donc point le privilège exclusif du langage, mais celui des animaux est instinctif et limité par le cercle de leurs besoins et de leurs idées, tandis que celui de l'homme est perfectible et se prête à toutes les conceptions de son intelligence. Les poissons, en effet, qui émigrent en masse, comme les hirondelles qui obéissent au guide qui les conduit, doivent avoir des moyens de s'avertir, de s'entendre et de se concerter. Peut-être est-ce par une vue plus perçante qui leur permet de distinguer les signes qu'ils se font. Peut-être aussi l'eau est-elle un véhicule qui leur transmet certaines vibrations. Quel qu'il soit, il est incontestable qu'ils ont un moyen de s'entendre, de même que tous les animaux privés de la voix et qui font des travaux en commun.
Doit-on s'étonner, d'après cela, que des esprits puissent communiquer entre eux sans le secours de la parole articulée? Les animaux ont-ils le libre arbitre de leurs actes? Ce ne sont pas de simples machines comme vous le croyez, mais leur liberté d'action est bornée à leurs besoins et ne peut se comparer à celle de l'homme. Étant de beaucoup inférieurs à lui, ils n'ont pas les mêmes devoirs. Leur liberté est restreinte aux actes de la vie matérielle. D'où vient l'aptitude de certains animaux à imiter le langage de l'homme? Et pourquoi cette aptitude se trouve-t-elle plutôt chez les oiseaux que chez le singe, par exemple, dont la conformation a le plus d'analogie avec la sienne? Donc là, on parle du physique du singe, et c'est vrai que pendant très très longtemps, on a cru et pensé que c'était nos cousins, génétiques d'ailleurs, alors que pas trop quand même, hein. Alors, conformation particulière des organes de la voix, secondée par l'instinct d'imitation, le singe imite les gestes, certains oiseaux imitent la voix. Puisque les animaux ont une intelligence qui leur donne une certaine liberté d'action, y a-t-il en eux un principe indépendant de la matière? Oui, et qui survit au corps. Ce principe est-il une âme semblable à celle de l'homme? C'est aussi une âme, si vous voulez. Cela dépend du sens que l'on attache à ce mot, mais elle est inférieure à celle de l'homme. Il y a entre l'âme des animaux et celle de l'homme autant de distance qu'entre l'âme de l'homme et la source. Dieu, entre guillemets. C'est aussi, alors, l'âme des animaux conserve-t-elle après la mort son individualité et la conscience d'elle-même? Son individualité, oui, mais non la conscience de son moi. La vie intelligence reste à l'état latent. Question. L'âme des bêtes a-t-elle le choix de s'incarner dans un animal plutôt que dans un autre? Je connais déjà la réponse. Donc la réponse, non, elle n'a pas le libre arbitre. Question. L'âme de l'animal survivant au corps est-elle après la mort dans un état errant comme celle de l'homme? Réponse. C'est une sorte d'éracité, puisqu'elle n'est pas unie à un corps, mais ce n'est pas un esprit errant. L'esprit errant est un être qui pense et agit par sa libre volonté. Celui des animaux n'a pas la même faculté. C'est la conscience de lui-même qui est l'attribut principal de l'esprit. L'esprit de l'animal est classé après sa mort par les esprits que cela concerne et presque aussitôt utilisé. Il n'a pas le loisir de se mettre en rapport avec d'autres créatures. Alors je fais une pause pour vous indiquer l'initiation que j'ai reçue, parce que j'ai perdu des petits copains à quatre pattes, et donc j'ai fait des voyages astro parce que j'étais trop dans le chagrin, et du coup mes guides ont accepté de m'amener pour m'expliquer et que je comprenne et que je fasse plus vite mon deuil pour que je puisse poursuivre mes missions. Donc en fait, il y a une catégorie d'esprits qui ont été incarnés en tant qu'humains, qui ont un amour pour les animaux, très certainement, qui sont chargés d'accueillir les animaux défunts, nos animaux décédés. Et ces animaux décédés, alors évidemment l'espace-temps n'existe pas de l'autre côté, je l'ai déjà dit et répété, ce qui fait que votre espace de vie peut être, je ne sais pas, 1 heure de l'autre côté. Hein, suivant, on a tous des espaces-temps différents et on a tous des incarnations différentes. Et on a tous des vibrations différentes. Cependant, il y a des classes vibratoires, mais c'est un autre sujet. Et du coup, ces esprits guides, on va dire ça, qui accueillent les essences d'âme, les essences d'esprit des animaux qui n'ont pas les mêmes buts incarnatoires que nous, ni les mêmes sensations que nous, hein, c'est des esprits totalement différents de nous. Vous le comprenez peut-être mieux à travers cette lecture. C'est pour ça qu'on me l'a remis dans mes mains et j'ai pas eu du mal à trouver les pages, très bizarrement d'ailleurs. Merci le guide. Eh bien, ces esprits vont les accueillir et suivant le degré d'attachement que vous
aviez avec eux, on pourra y avoir accès ou pas, mais ce sera toujours à travers un esprit humain désincarné. Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Cependant, si l'essence de vie, l'essence d'esprit de l'animal, c'est pour ça que c'est très important en contact défunt, vous voyez les animaux, vous ne voyez pas les animaux, c'est très compliqué parfois, parce que ça demande l'intervention d'esprits guides dédiés aux animaux. Voilà, comme il y a des esprits guides qui sont dédiés à l'accueil des enfants tout petits, hein, des nounous guides, on appelle ça. Merci Nathalie de m'avoir expliqué ça un jour. On appelle ça un feedback. Quand vous cherchez une réponse, c'est que ça sort de la bouche de quelqu'un et vous faites « Waouh, bah, c'est exactement la réponse que je voulais, j'ai rien demandé. » Voilà, ça s'appelle un feedback. Et donc, ces esprits guides qui accueillent nos petits animaux, parce que c'est à eux qu'on pense en l'occurrence, hein, voilà, on va parler des animaux qu'on consomme aussi, hein, parce que c'est quand même des animaux, hein, c'est quand même des essences de vie, il ne faut pas les gaspiller. Eh bien, ils sont en général très souvent réutilisés. Hein. Donc, ils se réincarnent très souvent. Alors, quelquefois, alors oui, ils peuvent revenir auprès de vous tout de suite, pas très longtemps après. Si c'est le cas, la synchronicité, elle est vraiment flagrante à travers des dates, à travers des signes sur le pelage de l'animal ou sur ses plumes, enfin sur sa peau, hein, sur sa peau sur lui. Hein, vous verrez, hein, vous devez voir matériellement avec vos yeux, le ressentir avec votre cœur. Vous dites c'est bizarre, il ressemble vachement à ma toutounette que j'avais avant, quoi. Elle se comporte pareil. En plus, elle s'appelait Untel et je vois une lettre sur son pelage. Enfin, j'ai pas rêvé. Ça pousse et vous vous posez la question. Donc oui, on peut vous remettre l'esprit de votre petit amour à quatre poils, hein, c'est souvent eux, hein, ça peut être des oiseaux, des poissons, mais les poissons moins quand même. Et il revient, donc il renaît, et puis hop, c'est reparti pour un tour. Ça arrive, c'est très fréquent. Moi j'ai remarqué ça, je me suis beaucoup interrogée là-dessus, et j'ai quand même vu beaucoup de choses quand j'étais toute petite, et j'ai pas la vertu. Et j'en ai reparlé avec maman il n'y a pas longtemps, elle m'a dit oui c'est vrai. Tu voyais les animaux, tu jouais avec, voilà. Et donc, j'ai eu beaucoup de contacts avec des animaux défunts. Et donc, oui, je me suis beaucoup amusée quand j'étais petite avec mes guides. Et voilà, donc, ou alors l'animal est récupéré, donc sa petite âme, son essence de vie, son esprit de vie, hein, on n'appelle pas ça un esprit tout court. Hein, non, ça porte un nom. Ça porte ce nom. Esprit de vie, j'aime bien essence de vie aussi, et c'est souvent dans les livres qu'on les retrouve. Il sera réutilisé. Très souvent, un animal se réincarne pour la survie de l'espèce dans la même essence d'animal. Un chien, très souvent, va redevenir un chien et ainsi de suite. Mais ils font des pauses hein, de l'autre côté. Hein. Il y a du travail, il y a d'autres mondes aussi. Il y a d'autres mondes où l'esprit d'un animal chien peut très bien être animal chien dans un autre monde vibratoire. Il faut arrêter de vous limiter. Je sais qu'on n'est pas chez Alien, mais arrêtez de limiter votre esprit avec, dans l'univers, il n'y a que la planète Terre. J'espère voir des commentaires qui vont aller dans mon sens, parce que sérieusement, si vous avez cet esprit en disant la vie n'est que sur Terre, je me demande bien comment ça se fait que l'homme dépense des millions de dollars et est en train pour aller dans l'espace et est en train de constater qu'il y a eu de la vie. Il y a eu de la vie, hein. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Hein. Donc on a retrouvé de la glace sur Mars, on a retrouvé des traces d'eau sur d'autres planètes. Ça n'a pas marché, fonctionné. Ça n'a pas marché, fonctionner à travers le mental et l'esprit d'un être humain. Attention, c'est pas la même réponse. Mais ça ne vous dit pas qu'il n'y a pas une autre forme de vie qu'on ne peut pas voir et entendre avec nos yeux d'humain. Incarné. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez compris pour la récupération des petits esprits animaux. Moi, j'avais déjà fait une vidéo, donc celle-là sera complémentaire. Question. Les animaux suivent... Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas le loisir de décider, non, moi je reste, je vais hanter ma maîtresse. Non. On peut vous les laisser 2-3 jours, 4 jours,
Voilà, mais il y a un esprit guide avec eux, ça c'est obligé. Hein. Ils sont pas tout seuls, non, 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 non. Si vous ressentez leur présence ou quoi, ça c'est vrai. Il y a des signes, des animaux, des petits toutounettes à des dates anniversaires et autres, et je l'ai vécu, mais ils sont accompagnés d'esprits dédiés. Voilà, c'est pour vous qui sont là, c'est pour vous accompagner aussi sur des blessures que votre esprit incarné à travailler, sur la compréhension de ce qu'on vous apporte de bon. Et cette séparation, alors moi j'ai horreur qu'on dise les petites bêtes à chagrin. Ce n'est pas vrai, ce sont des bêtes à bonheur. On sait que leur espace-temps est limité. Quand on les fait venir dans nos foyers, quand on fait leur rencontre, on est super heureux, on a partagé des bons moments de vie, on sait qu'on n'a pas le même espace-temps et j'ai envie de dire que quand on est des bons maîtres, on est content qu'ils partent avant nous. Voilà ce qu'il faut retenir parce que mourir avant son animal, c'est le laisser désespérer entre n'importe quelle main, j'ai envie de dire. Voilà, donc je me dis, il part avant moi, tant mieux, je l'ai accompagné jusqu'au bout, et j'en reprends un autre. Alors j'en reprends un autre, pas de manière égoïste, de manière consciente, parce que je les aime, parce qu'ils m'apportent énormément, parce qu'ils font partie de ma vie, parce qu'ils ont beaucoup d'amour à donner. Alors attention, ce sont des esprits incarnés qui vous feront éprouver le sentiment d'amour. Hein, qui vous feront éprouver des sentiments et cette vibration d'amour, évidemment qu'ils vont la ressentir. Un animal comprend la vibration d'amour. Le mot comprendre est un peu fort, mais ressent la vibration, il ressent. Voilà, un animal a des ressentis, il ne sait pas les comprendre, mais évidemment qu'il va le ressentir et qu'il va préférer la vibration d'amour avec toutes les odeurs qui se dégageront de vous aussi. Et les hormones et tout ce qui rentre en jeu, qui font partie de nos corps humains, il préférera cette vibration que la vibration de colère ou la vibration de peur ou la vibration, voilà. Un animal agit au niveau vibratoire. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas comme nous, quoi. Il va pas se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, elle a mis maquillage. Non, ça c'est des conneries, hein. Vous oubliez tout ça. Les animaux suivent-ils une loi progressive comme les hommes? Oui, c'est pourquoi dans les mondes supérieurs où les hommes sont plus avancés, les animaux le sont aussi, ayant des moyens de communication plus développés, mais ils sont toujours inférieurs et soumis à l'homme. Ils sont pour lui des serviteurs intelligents. Il n'y a rien là d'extraordinaire. Supposons nos animaux les plus intelligents, le chien, l'éléphant, le cheval, avec une conformation appropriée aux travaux manuels. Que ne pourrait-il pas faire sous la direction de l'homme? Les animaux progressent-ils comme l'homme par le fait de leur volonté ou par la force des choses? Réponse, par la force des choses. C'est pourquoi il n'y a point pour eux d'expiation. C'est pas comme nous, c'est pas des leçons, ils sont pas venus vivre des expériences, ils sont là pour nous, pour nous rendre heureux, pour notre agrément et aussi pour la consommation, ça faut le dire aussi. Dans les mondes supérieurs, les animaux connaissent-ils la source? Non, l'homme est un dieu pour eux, comme jadis les esprits ont été des dieux pour les hommes. Question. Les animaux, même perfectionnés dans les mondes supérieurs étant toujours inférieurs à l'homme, il en résulterait que la source aurait créé des êtres intellectuels perpétuellement voués à l'infériorité, ce qui paraît en désaccord avec l'unité de vue et de progrès que l'on remarque dans toutes ses œuvres. Réponse. Tout s'enchaîne dans la nature par des liens que vous ne pouvez encore saisir. Je vous ai dit que notre mental était limité. Et les choses les plus disparates en apparence ont des points de contact que l'homme n'arrivera jamais à comprendre dans son état actuel. Il peut les entrevoir par un effort de son intelligence. Mais ce n'est que lorsque cette intelligence aura acquis tout son développement et sera affranchie des préjugés, de l'orgueil et de l'ignorance qu'elle pourra voir clairement dans l'œuvre de la source. Jusque-là, ces idées bornées lui font voir les choses à un point de vue mesquin et rétréci. Le mental, la limitation du mental. On ne disait pas ça à l'époque, on parlait comme là dans le livre. Sachez bien que la source ne peut se contredire et que tout dans la nature s'harmonise par des lois générales qui ne s'écartent jamais de la sublime sagesse
du créateur ou de la source, comme vous voulez. L'intelligence est ainsi une propriété commune, un point de contact entre l'âme des bêtes et celle de l'homme. Oui, mais les animaux n'ont que l'intelligence de la vie matérielle. Chez l'homme, l'intelligence donne la vie morale. Si l'on considère tous les points de contact qui existent entre l'homme et les animaux, ne pourrait-on pas penser que l'homme possède deux âmes, l'âme animale et l'âme spirite, et que s'il n'avait pas cette dernière, il pourrait vivre, mais comme la brute, autrement dit que l'animal est un être semblable à l'homme, moins l'âme spirite. Il en résulterait que les bons et les mauvais instincts de l'homme seraient l'effet de la prédominance de l'une de ces deux âmes. Réponse. Je vais mettre de la lumière. Où est-ce que j'ai mis le fil? Voilà. Parce que là... Réponse. Ah bah c'est mieux. Réponse. Non, l'homme n'a pas deux âmes, mais le corps a ses instincts qui sont le résultat de la sensation des organes. Il n'y a en lui qu'une double nature, la nature animale et la nature spirituelle. Par son corps, il participe de la nature des animaux et de leur instinct par son âme. Il participe de la nature des esprits. Ainsi, outre ses propres imperfections dont l'esprit doit se dépouiller, il a encore à lutter contre l'influence de la matière. Réponse. Oui. Plus il est inférieur, plus les liens entre l'esprit et la matière sont resserrés. Ne les voyez-vous pas? Non. L'homme n'a pas deux âmes. L'âme est toujours unique dans un seul être. L'âme de l'animal et celle de l'homme sont distinctes l'une de l'autre, de telle sorte que l'âme de l'un ne peut animer le corps créé pour l'autre. Mais si l'homme n'a pas d'âme animale qui le mette par ses passions au niveau des animaux, il a son corps qui le rabaisse souvent jusqu'à eux, car son corps est un être doué de vitalité qui a des instincts, mais inintelligent et borné aux soins de la conservation. L'esprit, en s'incarnant dans le corps de l'homme, lui apporte le principe intellectuel et moral qui le rend supérieur aux animaux. Les deux natures qui sont en l'homme donnent à ses passions deux sources différentes, les unes provenant des instincts de la nature animale, les autres des impuretés de l'esprit dont il est l'incarnation et qui sympathise plus ou moins avec la grossièreté des appétits animaux. L'esprit, en se purifiant, s'affranchit peu à peu de l'influence de la matière. Sous cette influence, il se rapproche de la brute. Dégagé de cette influence, il s'élève à sa véritable destination. Où les animaux puissent-ils le principe intelligent qui constitue l'espèce particulière d'âme dont ils sont doués? Dans l'élément intelligent universel. L'intelligence de l'homme et celle des animaux émanent donc d'un principe unique? Réponse. Sans aucun doute, mais dans l'homme il a reçu une élaboration qui l'élève au-dessus de celui qui anime la brute. Il a été dit que l'âme de l'homme, à son origine, est l'état de l'enfance à la vie corporelle, que son intelligence éclot à peine et qu'elle s'essaye à la vie. Ça c'est au chapitre 190. Où l'esprit accomplit-il cette première phase? Réponse. Dans une série d'existences qui précède la période que vous appelez l'humanité. L'âme semblerait ainsi avoir été le principe intelligent des êtres inférieurs de la création. N'avons-nous pas dit que tout s'enchaîne dans la nature et tend à l'unité? C'est dans ces êtres que vous êtes loin de connaître tous que le principe intelligent s'élabore, s'individualise peu à peu et s'essaye à la vie. Comme nous l'avons dit, c'est en quelque sorte un travail préparatoire comme celui de la germination, à la suite duquel le principe intelligent subit une transformation et devient esprit. C'est alors que commence pour lui la période de l'humanité, et avec elle la conscience de son avenir, la distinction du bien et du mal et la responsabilité de ses actes. Comme après la période de l'enfance vient celle de l'adolescence, puis la jeunesse et enfin l'âge mûr. Il n'y a du reste rien dans cette origine qui doive humilier l'homme.
Les grands génies sont-ils humiliés pour avoir été d'informes fœtus dans le sein de leur mère? Si quelque chose doit l'humilier, c'est son infériorité devant la source et son impuissance à sonder la profondeur de ses desseins et la sagesse des lois qui règlent l'harmonie de l'univers. Reconnaissez la grandeur de la source à cette admirable harmonie qui fait que tout est solidaire dans la nature. Croire en la source aurait pu faire quelque chose sans but et créer des êtres intelligents sans avenir. Serait-ce blasphémer sa bonté qui s'étend sur toutes ses créatures? Cette période de l'humanité commence-t-elle sur notre terre? La terre n'est pas le point de départ de la première incarnation humaine. La période de l'humanité commence en général dans des mondes encore plus inférieurs. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos ça. Ceci cependant n'est pas une règle absolue, et il pourrait arriver qu'un esprit, dès son début humain, fût apte à vivre sur la terre. Ce cas n'est pas fréquent, ce serait plutôt même une exception. Question. L'esprit de l'homme, après sa mort, a-t-il la conscience des existences qui ont précédé pour lui la période de l'humanité? Réponse. Non, car ce n'est pas de cette période que commence pour lui la vie d'esprit, et c'est même à peine s'il se souvient de ses premières existences comme homme. Absolument comme l'homme ne se souvient plus des premiers temps de son enfance et encore moins du temps qu'il a passé dans le sein de sa mère. C'est pourquoi les esprits vous disent qu'ils ne savent pas comment ils ont commencé. Question. L'esprit, une fois entré dans la période de l'humanité, conserve-t-il des traces de ce qu'il était précédemment, c'est-à-dire de l'état où il était dans la période qu'on pourrait appeler antéhumaine? C'est selon la distance qui sépare les deux périodes et le progrès accompli. Pendant quelques générations, il peut y avoir un reflet plus ou moins prononcé de l'état primitif, car rien dans la nature ne se fait par brusque transition. Il y a toujours des anneaux qui relient les extrémités de la chaîne des êtres et des événements. Mais ces traces s'effacent avec le développement du libre arbitre. Les premiers progrès s'accomplissent lentement, parce qu'ils ne sont pas encore secondés par la volonté. Ils suivent une progression plus rapide à mesure que l'esprit acquiert une conscience plus parfaite de lui-même. Voilà. Donc, je voulais vous lire ça. Voilà. Alors, l'esprit qui a animé le corps d'un homme pourrait-il s'incarner dans un animal? Ce serait rétrogradé. Et l'esprit ne rétrograde pas. D'ailleurs, il rétrograde jamais. Je vous l'ai déjà expliqué. Le fleuve ne remonte pas à sa source. Les esprits sont formels là-dessus. Hein. On ne redescend jamais les étages. Hein. On peut remonter la même marche une dizaine de fois, ok. Mais ce qu'on a acquis, on l'a acquis. Et dans les incarnations futures, dans d'autres mondes ou pas, ça nous reste. Quelqu'un qui était super mauvais, cruel, méchant, il va mettre un temps indéfini, de l'autre côté, il ne va pas vouloir revenir ni dans ce monde-là, ni dans un monde pire, ni dans un monde ailleurs. Cependant, à un moment donné, quand il verra qu'il est toujours dans le même état et qu'il voit les autres super heureux, tout ça, ça va le rendre pas bien. Et il va dire, bon bah ok, je vais essayer de m'améliorer. C'est ça le truc. Hein. Alors, donc là vous avez compris, on ne se réincarne pas dans un animal. Voilà, ce sentiment intuitif se retrouve dans cette croyance, mais comme dans beaucoup d'autres. Mais comme la plupart de ces idées intuitives, l'homme l'a dénaturée. Hein? On ne revient pas, on ne va pas dans un animal et vice et versa. Voilà. Les animaux ont un esprit de vie, une essence de vie. C'est pas du tout pareil que nous. Ce sont des êtres, c'est des êtres à part entière. Voilà, c'est pas du tout comme nous. Bon, la communication animale, je sais que l'animal a des ressentis, des émotions, mais qu'il ne comprendra pas. D'ailleurs, vous remarquerez qu'un animal oublie assez vite, hein, d'une manière générale. Enfin, bon, il y a des animaux qui ont une plus longue mémoire que d'autres, mais après, il y a des animaux, des familles d'animaux qui sont
développer plus dans leur mode de fonctionnement de leur société. Mais ils sont pas... on ne peut pas discuter vraiment avec eux, on essaye de comprendre comment ils font, comment ils vivent, comment ils communiquent, mais ça s'arrête là, quoi. Parce que c'est leur monde à eux. Et on ne doit pas, surtout pas y accéder. L'homme essaye de transpercer le mystère de la source de vie. Ça ne lui sera pas accordé, parce que qu'est-ce qu'il va en faire, hein, Seigneur, c'est pas possible. Bon, alors, je continue. Du coup, comme on est dans le sujet sur la cruauté, pourquoi les animaux vivent ce qu'ils vivent sur cette planète par rapport à toute la place que prend l'homme, la pollution et tout ça, enfin, tous les questionnements que vous avez tous. On va parler de la cruauté, d'accord? Comme ça va vous permettre de faire le lien. Ça va vous permettre de faire le lien. J'écoute en même temps. Hein. Peut-on rattacher le sentiment de cruauté à l'instinct de destruction? Question 1. C'est l'instinct de destruction dans ce qu'il a de plus mauvais. Car si la destruction est quelquefois une nécessité, la cruauté ne l'est jamais. Elle est toujours le résultat d'une mauvaise nature. Question. D'où vient que la cruauté est le caractère dominant des peuples primitifs? Chez les peuples primitifs, comme tu les appelles, la matière l'emporte sur l'esprit. Ils s'abandonnent aux instincts de la brute. Et comme ils n'ont pas d'autres besoins que ceux de la vie du corps, ils ne songent qu'à leur conservation personnelle. C'est ce qui les rend généralement cruels. Et puis les peuples dont le développement est imparfait sont sous l'empire d'esprits également imparfaits, qui leur sont sympathiques jusqu'à ce que des peuples plus avancés viennent détruire ou affaiblir cette influence. La cruauté ne tient-elle pas à l'absence du sens moral? Question 1. Dit que le sens moral n'est pas développé, mais ne dit pas qu'il est absent, car il existe en principe chez tous les hommes. C'est ce sens moral qui en fait plus tard des êtres bons et humains. Il existe donc chez le sauvage, mais il y est comme le principe du parfum est dans le germe de la fleur avant qu'elle soit épanouie. Toutes les facultés existent chez l'homme à l'état rudimentaire ou latent. Elles se développent selon que les circonstances leur sont plus ou moins favorables. Le développement successif des unes arrête ou neutralise celui des autres. La surexcitation des instincts matériels étouffe pour ainsi dire le sens moral, comme le développement du sens moral affaiblit peu à peu les facultés purement animales. Comment se fait-il qu'au sein de la civilisation la plus avancée, il se trouve des êtres quelquefois aussi cruels que des sauvages? Réponse. Comme sur un arbre chargé de bons fruits, il se trouve des avortons. Ce sont, si tu veux, des sauvages qui n'ont de la civilisation que l'habit. Des loups égarés au milieu des moutons. Des esprits d'un ordre inférieur et très arriérés peuvent s'incarner parmi les hommes avancés dans l'espoir d'avancer eux-mêmes. Je vous ai déjà dit, c'est comme de très bons élèves au milieu d'une classe épouvantable. Mais est-ce que les bons élèves vont tirer les très mauvais vers le haut? C'est ça, hein, la leçon. Mais si l'épreuve est trop lourde, le naturel primitif l'emporte. C'est ce que je suis en train de vous dire. La société des hommes de bien sera-t-elle un jour purgée des êtres malfaisants? L'humanité progresse. Ces hommes dominés par l'instinct du mal et qui sont déplacés parmi les gens de bien disparaîtront peu à peu. Mais le mauvais grain se sépare du bon après que celui-ci a été vanné. Mais pour renaître sous une autre enveloppe, et comme ils auront plus d'expérience, ils comprendront mieux le bien et le mal. Tu en as un exemple dans les plantes et les animaux que l'homme a trouvé l'art de perfectionner, et chez lequel il développe des qualités nouvelles. Eh bien, ce n'est qu'après plusieurs générations que le perfectionnement devient complet. C'est l'image des différentes existences de l'homme.
Alors, le meurtre. Question. Le meurtre, donc j'espère que vous ferez la relation. Le meurtre est un crime aux yeux de Dieu. Est-il un crime aux yeux de la source? Oui, un grand crime, car celui qui ôte la vie, son semblable tranche une vie d'expiation ou de mission, et là est le mal. Le meurtre a-t-il toujours le même degré de culpabilité? Nous l'avons déjà dit. La source est juste. Il juge l'intention plus que le fait. La source excuse-t-il le meurtre en cas de légitime défense? La nécessité seule peut l'excuser. Mais si l'on peut préserver sa vie sans porter atteinte à celle de son agresseur, on doit le faire. Question. L'homme est-il coupable des meurtres qu'il commet pendant la guerre? Réponse. Non, lorsqu'il y est contraint par la force, mais il est coupable des cruautés qu'il commet et il lui sera tenu compte de son humanité. Attention. Question. Quel est le plus coupable aux yeux de la source du parricide ou de l'infanticide? Tous deux le sont également, car tout crime est un crime. Question. D'où vient que chez certains peuples déjà avancés au point de vue intellectuel, l'infanticide soit dans les mœurs et consacré par la législation? Réponse. Le développement intellectuel n'entraîne pas la nécessité du bien. L'esprit supérieur en intelligence peut être mauvais. C'est celui qui a beaucoup vécu sans s'améliorer et il le sait. Voilà. Je vais vous lire un autre petit extrait. J'espère que ce ne sera pas trop long pour vous quand même, à propos de nos petits amis. Donc là, on va parler de l'évocation des animaux, comme on demande souvent aux médiums, la communication avec l'animal, blablabla. Bla, bla, bla. Donc les purs esprits, ce sont des êtres qui se sont incarnés et qui ont terminé leur série d'incarnations. Donc on appelle ça des purs esprits. Il y a des esprits élevés. Et ce qu'on doit tendre à être tous, ce sont à être esprits élevés et purs esprits. Alors pas avec notre mental et notre ego, parce que ça n'existe pas ça de l'autre côté. Enfin, bon, c'est compliqué. Mais voilà. Et les purs esprits, les esprits très élevés ne communiquent qu'avec les personnes sincères et pures, voilà. Et les personnes qui sont dans leur ego égoïste ou qui veulent tenter des expériences, d'une manière générale, auront des esprits égaux à eux-mêmes, sans être méchantes. Voilà. Évocation des animaux. Peut-on évoquer l'esprit d'un animal? Bon, j'ai déjà dit une centaine de fois, mais là, je vais vous le lire. Après la mort de l'animal, le principe intelligent qui était en lui est dans un état latent. Il est aussitôt utilisé par certains esprits chargés de ce soin pour animer de nouveaux êtres dans lesquels il continue l'œuvre de son élaboration. Ainsi, dans le monde des esprits, il n'y a pas d'esprits d'animaux errants, mais seulement des esprits humains. Ceci répond à votre question. Comment se fait-il alors que certaines personnes ayant évoqué des animaux ont obtenu des réponses? C'est ça que vous voulez savoir en fait. Aussi. Évoquez un rocher et il vous répondra. Il y a toujours une foule d'esprits prêts à prendre la parole pour tout. Je vous l'ai déjà dit, je n'invente rien du tout. Remarque, c'est par la même raison que si l'on évoque un mythe ou un personnage allégorique, il répondra. C'est-à-dire qu'on répondra pour lui et l'esprit qui se présentera en prendra le caractère et les allures. Quelqu'un eut un jour l'idée d'évoquer Tartuffe, et Tartuffe vint aussitôt. Bien plus, il parla d'Orgon, d'Elmire, de Damis et de Valère dont il donna des nouvelles. Quant à lui, il contrefit l'hypocrite avec autant d'art que si Tartuffe eût été un personnage réel. Il dit plus tard être l'esprit d'un acteur qui avait joué ce rôle. Les esprits légers profitent toujours de l'inexpérience des interrogateurs, mais ils n'ont garde de s'adresser à ceux qu'ils savent éclairer pour découvrir leur imposture.
et qui n'ajouteraient pas foi à leur compte. Il en est de même parmi les hommes. C'est pour ça que ça me fait super rire. Les conférences où la fille elle parle avec la poule de la dame, ou du lapin, ou du chat, ou du chien. Oh, je m'en fiche, hein, j'ai le courage de mes opinions, parce que je sais très bien ce qu'on m'a dit quand j'étais petite. Hein. Maintenant, vous connaissez ma mère, vous voyez bien que je ne vous raconte pas de bêtises. Je suis née dans une famille très éveillée au niveau de la médiumnité, puis ma grand-mère, elle rigolait pas avec ça. Hein. Donc, c'était sérieux. Un homme avait dans son jardin un nid de chardonneret, auquel il s'intéressait beaucoup. Un jour, le nid disparut. S'étant assuré que personne de chez lui n'était coupable du délit, comme il est lui-même médium, il eut l'idée d'évoquer la mère des petits. Elle vint et lui dit, en très bon français, « N'accuse personne et rassure-toi sur le sort de mes petits. C'est le chat qui, en sautant à renverser le nid, tu le trouveras sous l'herbe, ainsi que les petits qui n'ont pas été mangés. » Vérification faite, la chose fut trouvée. Exact. Faut-il en conclure que c'est l'oiseau qui a répondu ? Mais non. Assurément, mais simplement qu'un esprit connaissait l'histoire, puisque nous sommes entourés d'esprits en permanence. Donc l'esprit était bien content de pouvoir communiquer avec le médium et lui dire, bon, voilà, il s'est passé ça, non. Cela prouve combien il faut se défier des apparences et combien est juste la réponse ci-dessus. Évoquez un rocher et il vous répondra. Alors ça, c'est dans le livre des médiums, toujours Allan Kardec, hein, vous voyez, c'est des bibles, il a écrit je ne sais pas combien de livres, donc les petites tendances New Wave où on vous prend je ne sais pas combien d'argent pour communiquer avec votre chien, votre chat, bah, écoutez, ça ne vous fait pas de mal, pourquoi pas. Mais bon, il faut quand même toute raison garder, hein, j'ai envie de dire. Alors, après, on parle de l'évocation des personnes vivantes. L'incarnation des esprits est-elle un obstacle absolu à son évocation? Donc là, on va rester dans le monde des animaux. Donc, pour vous dire, par rapport à la cruauté faite aux animaux, eh bien, c'est-à-dire que ce sont des esprits humains, si vous avez bien compris le lien que je voulais faire en vous faisant ces lectures, c'est-à-dire que ce sont les humains qui sont méchants et cruels, et ce sont des êtres forcément qui ne sont pas éveillés. Hein, quand on est bon avec les animaux, quand on essaye de pratiquer la vibration d'amour, ou tout au moins quand on essaye de rester dans la vibration d'amour, on ne peut pas faire de mal à un animal parce qu'on ressent tout de suite quelque chose qui nous blesse nous-mêmes. Donc quand on parle de cruauté envers les animaux, ce sont des esprits qui ne sont pas éveillés et on peut les aider à progresser. Ils sont venus pour ça. Hein. Donc ce sont pour moi des personnes qui ont plus besoin d'aide qu'autre chose et qui doivent prendre conscience de leurs actes. Et là, à ce moment-là, ils vont monter une petite marche. Et quand ils repartiront, ils auront avancé. Mais ce n'est pas les 3/4 du temps. C'est pour ça que dans le livre des esprits, ou le livre des médiums, c'est dans le livre des esprits, a été posé sur pas mal de chapitres, notamment des questions sur comment on appelle ça déjà, vous allez m'écrire ça dans les commentaires, les hommes qui mangent les hommes, les primitifs, au début de l'humanité. Bon, vous avez compris à travers un tout petit peu de lecture qu'on était là pour évoluer et que les esprits plus éveillés allaient combattre ça. En même temps, les petits peuples aborigènes qui font de mal à personne, qui piochent leur nourriture, leurs besoins nécessaires. Les esprits éveillés et savent que nous nous incarnons pour vivre des leçons et savent que nos corps humains ont des besoins. Ce qui ne va pas dans les incarnations, c'est l'excès. Voilà. Il ne faut pas aller dans l'excès. Hein. Je dis toujours, on peut manger un carré de chocolat, on ne mange pas la tablette. On peut consommer pour nos besoins humains 100 grammes de viande par jour. Je ne sais plus c'est combien de grammes par kilo de poids.
Or, certains humains n'hésitent pas à consommer 4 fois ça, ce qui fait qu'on a une surconsommation. Ça va pas, quoi, le monde animal. Il y a des déséquilibres qui sont en train de se créer actuellement, mais ça n'empêche pas qu'on va comprendre quand même à un moment donné les leçons et que l'humanité est en éveil. Ça s'est quand même mis en mouvement. Il y a quand même certains humains qui essayent d'être éveillés et de se dire « Attends, là, il y a un problème ». Par la matérialité, parce que ça c'est le faible de l'homme, c'est la matérialité, hein. Consommer, on n'entretient plus notre monture, on devient gros, enfin, c'est n'importe quoi. Ben oui, bon, bah, cet esprit-là, il n'est pas en grand éveil, hein. Vous voyez bien qu'il y a des gens, vous n'avez pas les mêmes vibrations, vous n'avez pas trop envie de parler avec eux. Donc l'esprit humain qui est cruel envers les animaux, c'est un esprit qui n'est pas au même niveau vibratoire que vous, qui n'est pas au même niveau d'évolution. Il n'a même pas tellement conscience de sa cruauté, je veux dire. Et donc, c'est là qu'il faut travailler. Ça nous aide à travailler, nous aussi, sur notre compassion, notre empathie, notre pardon. Donc, je veux dire, c'est toute une chaîne. C'est toute une chaîne qui nous aide à évoluer. Alors, il y aura toujours ceux qui vont se battre, qui vont s'incarner, qui vont se battre, qui vont défendre les animaux, les enfants, les femmes battues, les trucs, les machins. On est tous un tout. On est un tout. L'univers, c'est un tout. Et on est tous complémentaires. Et oui, il y a des esprits. Ma mère avait commencé à en parler. Vous m'avez posé la question dans le groupe. Des esprits incarnés, horriblement cruels, qui commettent de multiples assassinats, ils se sont échappés, ils se sont incarnés, on va vivre un véritable carnage, faut qu'ils repartent. Ils vont repartir, ils ne seront pas mieux de l'autre côté, et quand ils vont vouloir comprendre qu'il faut avancer vers la vibration d'amour, alors là c'est une autre histoire, hein. Il faudra recommencer, il faudra se battre, il y aura des humains plus éveillés, des esprits plus éveillés incarnés qui vont essayer de l'aider, hein, si on ramène ça encore à la science, à ce qui se passe en ce moment, à la prise de conscience collective. Alors ça avait commencé les gilets jaunes, tout ça, ça avait commencé tout ça, les verts, alors il y a les verts qui se battent pour la planète, les jaunes qui se battent pour autre chose. Remarquez, il y a des couleurs, hein, c'est pas tant que ça des hasards, hein, ces couleurs, hein, c'est pas tant que ça des hasards. Donc j'espère que vous aurez compris le fonctionnement, la cruauté envers les animaux qui sont des êtres innocents, qui sont des essences de vie, des principes de vie, qui sont là pour nous, notre agrément, notre confort, pour nous apporter beaucoup de joie, pour nous apporter... il serait trop dur ce monde, si on s'incarnait dans ce monde pour vivre des leçons. Imaginons qu'il ne soit pas là. D'abord, ça ne se pourrait pas parce que nos corps humains ont des nécessités absolues. Donc, rien n'est hasard. Très très peu. Alors, le hasard a très très peu de place dans notre univers. Et du coup, voilà. J'espère qu'on va pouvoir en discuter beaucoup. Votre avis m'intéresse. Les expériences que vous avez vécues m'intéressent et donc elles intéresseront d'autres personnes qui liront les commentaires. Dorénavant, cette rubrique marche plutôt bien. Donc dorénavant, certains commentaires qui seront très pertinents, je les copie-collerai et je les mettrai dans le groupe. Parce qu'il y en a qui ne savent pas aller dans YouTube et il y a des gens de YouTube qui ne savent pas aller dans le groupe Facebook. Alors vice versa, Elisa elle est en sandwich entre les deux. Donc si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je ne vais pas aller chercher pour vous prévenir de la prochaine vidéo que je vais mettre ou pas. J'ai encore plein d'idées d'émissions pour vous, avec mes petites modératrices et mes petites étoiles que je remercie à fond les ballons. Et ben abonnez-vous, hein. Vous avez le truc abonné, là, je sais pas comment ça se passe. Il est rouge maintenant, je crois, je sais pas, il y en a qui m'ont dit qu'il y avait une petite cloche. Et bien vous vous abonnez. Et vous créez un compte YouTube, c'est pas dur à faire, vous mettez votre mail et comme ça,
vous recevrez une petite notification par mail parce que quelquefois, c'est pas des vidéos que je fais. Quelquefois, c'est des posts avec des jolis poèmes. Je fais de jolies rencontres d'écrivains, de gens qui écrivent des poèmes. N'hésitez pas à me les envoyer en privé, n'hésitez pas à venir me parler. C'est toujours intéressant. J'avais posté le poème de Gilles, j'avais bien aimé ce qu'il avait écrit. On est plusieurs à avoir bien aimé. Il y a Marie-Robert aussi, on a découvert Marie-Robert qui m'a autorisé. Nous avons Max Jubilo. Qu'est-ce qu'on a encore? Je ne sais plus. Bon, bref. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis namaste, bah mince, j'ai la lampe en plein milieu. Zut. Vous n'avez pas vu mon joli papillon? Non, c'est un arbre de vie. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je trouvais ça très joli. Tout à fait par hasard, je suis tombée dessus. Il n'y a pas de hasard. Voilà. On se dit namasté pour nos petits animaux. Alors moi j'ai mes 2 petits copains à 4 poils que j'adore. J'ai perdu ma petite nénette l'année dernière, mais je sais que voilà, à un moment donné ils partent et puis ils reviennent ou ils ne reviennent pas. Voilà, j'ai très très gros doute parce que j'ai vécu une très belle synchronicité. C'est ma mère qui me l'a fait remarquer, mais moi je l'avais remarqué avant. Par rapport à ma nénette qui est partie l'année dernière, à la date où j'ai rencontré Shannon, à 3 signaux distinctifs que j'ai reçus, qui me dit bien que... Et puis on l'appelle tout le temps par le prénom de l'autre, donc il n'y a pas de hasard, les couleurs sont à peu près les mêmes, le regard, surtout le regard est le même, et il y a les dates qui correspondent, la date de naissance correspond à quelque chose de précis, et la date où je l'ai eu, je ne me suis pas rendu compte, correspond à la date de départ de ma vieille mémère. Je vous fais des gros bisous. Allez, et puis n'hésitez pas, on avait le post dans le groupe pour nous montrer nos petits 4 poils ou nos oiseaux, parce qu'il y en a qui ont des oiseaux. Bisous, bisous. À très vite.